Voilà. Alors la langue est donc l'un des systèmes de signes, objet de cette sémiologie mise en place, à mon sens, pour la première fois, par Saussure, dans le cours de linguistique générale. Je n'ignore pas que dans le même temps, il y a un philosophe américain qui s'appelle Peirce, et qui met en place, sous le nom de sémiotics, quelque chose qui ressemble par certains aspects seulement. Mais enfin, n'est-ce pas, telle qu'elle est définie, la sémiologie est à proprement parler une invention de Saussure. Alors, quelle est la différence entre la langue et le langage ? Bon, différence qui est facile à voir, qui n'est pas facile à voir, qui est, disons, immédiatement repérable pour nous autres gens de langue romane, n'est-ce pas ? Parce que nos langues, le français et le portugais, comme les autres langues romanes, font la distinction entre langue, lingua, et langage, linguage. Voilà. Alors que, comme vous le savez aussi bien que moi, les langues germaniques, l'anglais, language, l'allemand, die Sprache, le danois, pourquoi est-ce que je parle du danois ? À cause de Hemslef, Sproget, avec l'article postposé, Sproget, le langage, voilà, ne font pas cette distinction. Et il faut naturellement des trésors d'habileté aux traducteurs, par exemple, de Hemslef, n'est-ce pas, pour voir si chaque fois qu'il utilise Sproget, il pense à la langue ou au langage. Voilà. Bon. Comment ? Les pauvres malheureux, c'est vrai. Voilà. Alors, la langue pour Saussure n'est que l'une des composantes du langage. Il dit ça de façon négative. La langue n'est que l'une des composantes du langage, l'une des deux composantes, l'autre étant la parole. Il dit ça de façon négative. Je dis ça volontairement parce que Saussure adore les formules négatives. Écoutez ça, le langage, la langue est pour nous le langage moins la parole. La langue est pour nous le langage moins la parole. Alors la langue est par nature sociale, elle subsiste en tant que système sans être utilisée. La parole, à l'inverse, est individuelle. C'est l'utilisation qui est faite de la langue par le sujet parlant pour produire le discours. Le discours étant un terme fondamental dans la réflexion de Benveniste. Ne croyez pas les mauvais théoriciens qui vous disent que Saussure n'utilise pas le terme discours. Il l'utilise dans le cours de linguistique générale, dans les écrits de linguistique générale. C'est une pièce fondamentale de sa réflexion. Le discours, c'est le produit de la parole. Et naturellement, il faut ici mettre en garde, ce que je fais à chaque fois que je parle de Saussure, contre une erreur qui est faite par certains lecteurs de Saussure. Ils croient pouvoir avancer que Saussure néglige la langue et son produit, ils disent faussement, que Saussure néglige au profit de la langue, système de caractère social, mais qu'il néglige la parole et son produit, le discours. C'est profondément faux. En dépit peut-être de certaines approximations des éditeurs, Bailly, Séchel, qui ont peut-être été sur ce point moins fidèles qu'ils ne l'ont été pour le reste. Voilà. En réalité, Saussure conçoit à la fois deux linguistiques. Si vous avez un souvenir précis du cours de linguistique générale, vous vous rappelez que l'un des chapitres, le chapitre 5 de l'introduction, si mes souvenirs sont bons, s'appelle « Linguistique de la langue et linguistique de la parole ». Il y a deux linguistiques. Et nous savons par les cours, notamment le 3e cours, tel qu'il a été publié assez récemment, n'est-ce pas, d'une part par un japonais
qui s'appelle Komatsu, et d'autre part par les Suisses du cercle Ferdinand de Saussure. Le troisième cours a été publié, et on sait que Saussure avait l'intention de consacrer son quatrième cours à la linguistique de la parole, n'est-ce pas? Il l'annonce. Bon, il se trouve que la mort l'a empêché de le faire. Alors, vous voyez, la langue, donc, système de signes, la langue constitutive avec la parole de ce qui reçoit le nom de langage. Il faut maintenant revenir à la notion centrale de système de signes. La langue est un système de signes entre plusieurs autres, sans doute le plus important, sans doute le modèle de tous les autres. Peut-être pas, Saussure est incertain à cet égard. Voilà, il hésite sur le statut privilégié de la linguistique comme modèle de toute sémiologie. Voilà. Mais alors, si vous voulez, à propos du système de signes, il faut prendre deux précautions. La première est élémentaire, mais je la prends quand même. Elle n'est pas inutile. Chez Saussure, le terme signe a un sens un peu particulier. Voilà. Dans l'usage habituel, je crois que c'est la même chose en portugais. Dans l'usage habituel, le signe, c'est l'objet perceptible porteur d'une information conceptuelle. N'est-ce pas? Si on utilisait le terme signe dans le code de la route, on dirait que le feu vert est le signe de l'autorisation de passer et que le feu rouge est le signe de l'interdiction de passer. Pour Saussure, c'est tout différent. Pour Saussure, c'est tout différent. Le signe, c'est l'objet complexe, double, constitué par le signifiant ou significante et le signifié ou significal. Voilà, n'est-ce pas? Et alors là, il faut faire extrêmement attention, car même certains linguistes font parfois des erreurs lorsque, par exemple, ils réfléchissent sur l'arbitraire du signe. Vous voyez? Voilà. Bon. Alors ça, c'est la première remarque à faire. Bon. Alors, deuxième remarque, eh bien, c'est que le signe ainsi conçu, Saussure le représente de la façon suivante, et puisque, ma foi, à la mode très ancienne, il y a un tableau non pas noir mais blanc, mais ça revient au même, c'est presque aussi bien, hein, je vais vous représenter ce que naturellement vous savez à peu près aussi bien que moi, c'est-à-dire la figure du signe tel que cela représente Saussure, hein, le signifiant en bas, le signifié en haut. Naturellement, cette barre qui sépare les deux n'est pas, comme elle le deviendra chez Lacan, une barre infranchissable. Elle est au contraire le signe de la relation qui constitue le signe. Vous voyez, et il y a d'un autre côté des flèches verticales de sens opposé qui marquent ce qu'on appelle pédantesquement la présupposition réciproque entre les deux composantes du signe. Alors attention, si vous lisez les écrits de linguistique générale, il ne faut pas s'embrouiller, parce que la terminologie de Saussure est fluctuante, change d'instant en instant. Au début, il utilisait pour signifier concept, pour signifiant image acoustique. Il lui arrive d'utiliser pour signifier, il lui arrive d'utiliser idée. Il lui arrive même, figurez-vous, et ça c'est abominable, parce qu'on n'y comprend plus rien, d'utiliser pour l'ensemble le terme de symbole. Vous voyez? Et ça c'est très embêtant, parce que dans le cours de linguistique générale, il vous dit le symbole n'a rien à voir avec le signe, parce que le symbole n'est pas atteint par l'arbitraire. Vous voyez? Or, quand vous lisez certains passages des écrits de linguistique générale, notamment de la double essence du langage, vous voyez parfois le terme. Il faut faire extrêmement attention. La terminologie de Saussure est abominable, ce qui correspond, n'est-ce pas, au souci
auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, au souci qu'il a de façon constante de l'exactitude de sa terminologie, ce qui l'amène à tout essayer, hein, à tout essayer en disant à chaque fois ça ne marche pas. Vous voyez, il y a un aspect, il faut le dire, comment dire, un peu dépressif, un peu décourageant dans la théorie saussurienne, n'est-ce pas? Il ne faut pas lire ça de façon constante, sinon on en sort dans la déprime complète. Vous voyez, hein? Bon, vous allez dire, vous pouvez être dans la déprime complète depuis 35 ans que vous travaillez sur Saussure. Eh ben non, je mentis, mais c'est pas facile. Bon, voilà. Alors, naturellement, on tombe sur le problème de l'arbitraire du signe. Sur le problème de l'arbitraire du signe, n'est-ce pas? C'est ça qui caractérise le signe pour Saussure. En réalité, le signe a deux propriétés. La première propriété, elle semble évidente. Elle semble évidente. Saussure vous le dit. Ça a l'air d'être une évidence. C'est tellement évident que ça n'a jamais été vraiment dit. C'est ce qu'on appelle le caractère linéaire du signe. Vous voyez? Alors, il hésite d'ailleurs. Il hésite entre caractère linéaire du signifiant et caractère linéaire de la langue. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. N'est-ce pas? Mais naturellement, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que ça soumet dès ce moment le signifiant et ou la langue au temps. Parler, n'est-ce pas, ça se déroule dans le temps. Et en quelque sorte, il le dit presque ça. Je dis bien, il le dit presque. Hein? Je vais peut-être vous retrouver dans mes notes le passage où il le dit presque tout à fait. Attendez, non, je ne vais pas le retrouver, je ne l'ai pas dans ce manuscrit-là. Il vous dit presque, c'est le même problème que de savoir pourquoi les deux messieurs utilisés dans la même conférence par le conférencier à 10 minutes d'intervalle, c'est le même problème de savoir que le latin calidum est devenu en français chaud. Vous voyez le caractère apparemment tout à fait paradoxal de la chose. Entre calidum du latin et chaud du français, il y a 15 bons siècles. 15 bons siècles. Entre les deux messieurs du même conférencier, il y a quelques minutes d'intervalle. Eh bien, c'est le même problème. C'est-à-dire que le processus d'évolution de la langue est déjà engagé par le caractère linéaire du signifiant. Alors ça, retenez bien ça, car c'est un point qui est très souvent méconnu, peut-être même, je crois bien, occulté par un grand nombre de lecteurs et même d'auteurs sur Saussure. Mais ce n'est que le premier point, n'est-ce pas, le caractère linéaire du signifiant ou de la langue. Voilà. Remarquez-le aussi, hein, je fais remarquer ça sans l'ombre d'une critique, il arrive à Saussure de se contredire. Il arrive à Saussure de se contredire. Pourquoi? Parce que sa démarche est en cours et se heurte aux difficultés spécifiques qui constituent cet objet entre tous mystérieux qu'est la langue, n'est-ce pas? Vous voyez, et il lui arrive de se contredire. Il n'y a aucun doute, n'est-ce pas? On trouve des contradictions. Certaines s'expliquent, certaines d'autres restent à l'état de contradiction, c'est-à-dire nous laissent dans le même état que Saussure, c'est-à-dire dans un état presque d'angoisse à l'égard de l'objet qu'il a à décrire. Alors j'en viens au deuxième principe, après le caractère linéaire, c'est l'arbitraire du signe. Écoutez bien, alors ça vous savez ça aussi bien que moi, le lien unissant le signifiant au signifié est arbitraire, ou encore, puisque nous entendons par signe le total résultant de l'association d'un signifiant et d'un signifié,
nous pouvons dire plus simplement le signe linguistique est arbitraire. Voilà.